Mes parents ont vendu mon héritage derrière mon dos, j'avais le dernier document. Je m'appelle Iris Tmen et je viens juste d'avoir 18 ans. Lors de ma fête d'anniversaire hier soir, mon père m'a prise à part et m'a chuchoté, quand ce sera terminé, tu vas signer quelques papiers pour l'oncle Wade. Juste une formalité. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et, en silence, j'ai transféré l'intégralité de mon héritage de plusieurs millions de dollars, provenant de mes grands-parents, dans un trust irrévocable, par simple précaution. Le lendemain matin, mes parents et ma petite sœur ont découvert que la cabane, les économies, les investissements, tout était verrouillé derrière un mur juridique qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon père est devenu blanc comme un linge. Mon oncle, qui avait déjà signé un contrat pour vendre une propriété qu'il ne possédait pas, a appelé un avocat. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Indiquez votre ville et votre heure locale en commentaire. J'aime savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 ans en arrière, à un été au lac Cedar, quand mon grand-père a dit quelque chose que je n'ai compris que la nuit dernière. L'été de mes 12 ans, mon grand-père, Harold Tmen, me prend dans son camion et roule 40 minutes jusqu'au lac Cedar. La cabane est un peu en retrait de l'eau, entourée de pins blancs si haut qu'ils bloquent le soleil de l'après-midi. Le porche s'affaisse d'un côté. La porte moustiquaire ne ferme pas correctement. Ça sent la fumée de bois, les vieux livres et quelque chose de doux que je n'arrive jamais vraiment à nommer. Attrape l'autre bout, dit grand-pa en soulevant une traverse de clôture. Je le fais. Nous passons la matinée à remplacer 3 poteaux pourris du côté sud. Il ne me presse pas. Il me montre comment vérifier les parties molles en appuyant mon pouce dans le bois. Si ça cède, c'est fini. À l'intérieur, grand-ma Vivien a préparé du thé glacé et 2 sandwichs sur la table de la cuisine, celle que grand-pa a construite lui-même l'année de leur mariage. Elle lit sur le porche quand je sors, et elle tapote la chaise à côté d'elle. Nous nous asseyons et regardons le lac jusqu'à ce que la lumière devienne dorée. Cette cabane reste dans la famille, me dit grand-pa ce soir-là, en essuyant la sueur sur ses mains. Mais la famille n'est pas toujours le sang, Iris. La famille, c'est ceux qui se présentent. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. J'ai 12 ans. Je pense qu'il est poétique. Il ne l'est pas. Tout cet été-là, je reviens au lac Cedar chaque week-end. J'apprends où fuit le chauffe-eau, quelle fenêtre coince, comment purger le radiateur. En octobre, grand-ma m'apprend à organiser les étagères par couleur parce que ça rend la pièce plus chaleureuse. Grand-pa me montre les bornes de la propriété, ces vieux piquets en fer qu'il a lui-même enfoncés. Je ne sais pas encore que mon grand-père parle déjà à un avocat précisément à propos de cet endroit, et précisément à propos de moi. À la maison, l'air est différent. Notre maison à Ridgemont est correcte. 3 chambres, un jardin qui a besoin d'être tondu, un garage que mon père utilise comme bureau pour son magasin de matériaux de construction. Correct. Pas chaleureuse, juste correcte. Ma sœur Kelsey a 10 ans et elle a la plus grande chambre, redécorée le printemps dernier, mur lavande, une lampe de bureau qui coûte plus cher que toute ma bibliothèque. Ma chambre a encore la moquette des anciens propriétaires. Au dîner, mon père évoque la cabane. La propriété de papa reste là à perdre de la valeur, dit Greg en coupant son steak. Les taxes foncières nous tuent à elles seules. On devrait la vendre et réinvestir. Ma mère hoche la tête. Ça a du sens. Grand-pa a dit que la cabane reste dans la famille, dis-je. Greg rit. Pas un rire méchant. Pire, un rire méprisant. Tu avais 12 ans, Iris. Il était gentil, c'est tout. Personne ne me pose d'autres questions. La conversation passe au trophée de débat de Kelsey. Finaliste régional. Très impressionnant. Et Denise a déjà encadré le certificat. J'ai gagné le concours scientifique du district il y a 2 semaines. Le ruban est encore dans mon sac à dos. Après le dîner, je débarrasse les assiettes. Sur le comptoir, à moitié caché sous une liste de courses, il y a un prospectus brillant, Ridgeline Développement. L'eau en bord de lac. Prix premium. Nous acquérons maintenant. Il y a un numéro de téléphone écrit à la main dans la marge. Je ne sais pas à qui appartient cette écriture, mais ce n'est pas celle de mon père. Je remets le prospectus exactement où je l'ai trouvé. À l'étage,
je m'assois sur mon lit et je pense à la table de cuisine de grand-pa, celle qu'il a construite de ses mains. Celle où grand-ma pose mon sandwich sans me demander ce que je veux, parce qu'elle le sait déjà. Je pense au prospectus en bas. Quelqu'un mesure déjà la maison de mes grands-parents en signe de dollars. Grand-pa Harold meurt 2 ans plus tard. J'ai 14 ans. L'enterrement a lieu un mardi. Ciel gris, herbe humide, chaise pliante qui s'enfonce dans la pelouse. Je suis assise au 2e rang, tenant son mouchoir, un plaid bleu aux bords effilochés, qui sent légèrement le pain. À la réception, je remarque Greg et son frère Wade près de la table des desserts. Ils ne mangent pas, ils parlent à voix basse. Wade a un dossier glissé sous le bras. Greg hoche la tête sans arrêt. J'attrape une phrase de Wade, on devrait agir avant que le probate ne complique les choses. Il parle de la cabane pendant l'enterrement. Je ne dis rien. J'ai 14 ans. Je n'ai aucun pouvoir, aucune voix, et aucune idée que mon grand-père avait déjà prévu exactement ce moment. 2 ans passent. J'ai 16 ans. Grand-ma Vivien tombe malade en mars et nous quitte en juin. Elle me tient la main lors de ma dernière visite, sa poigne étonnamment ferme. La cabane est à toi, Iris, murmure-t-elle. Ne les laisse pas la prendre. Promets-le-moi. Je promets, grand-ma. Elle serre une fois et ferme les yeux. Après l'enterrement, un autre jour gris, même chaise pliante. Greg s'assoit à notre table de cuisine et dit à Denise, « Maintenant, on peut enfin régler la question de la propriété. » Il le dit avec soulagement, comme si un poids lourd venait d'être enlevé. Ce même soir, Wade appelle. J'entends Greg au téléphone dans le garage, faisant les 100 pas. Ouais, non, je suis d'accord. Mettons ça en route. Sa voix est plus légère qu'elle ne l'a été depuis des semaines. Je suis debout dans le couloir, un verre d'eau à la main, et je réalise quelque chose qui pèse comme une pierre dans ma poitrine, la mort de ma grand-mère n'est pas une perte pour eux. C'est une opportunité. Je ne pleure pas cette nuit-là. Je prends une décision d'un autre genre. Je ne sais simplement pas encore comment agir. Entre 16 et presque 18 ans, la cabane devient ma rébellion silencieuse. Chaque samedi matin, je conduis jusqu'au lac Cédar dans la Honda d'occasion que j'ai achetée avec l'argent de mes babysitting. Je répare la moustiquaire du Porsche. Je remplace les joints d'étanchéité de la porte arrière. Je balaie les aiguilles de pin sur le toit, parce que grand-pa m'a appris que c'est comme ça que les fuites commencent. À la maison, les conversations changent. La cabane cesse d'être, la cabane de grand-pa, pour devenir, la propriété familiale. Greg le dit au dîner comme si c'était toujours vrai. Wade vient plus souvent maintenant, tous les 2 dimanches. Parfois avec des dossiers beiges, parfois avec un ordinateur portable ouvert sur des annonces immobilières. J'essaie une fois, et le souhait de grand-ma ? Elle voulait que je la garde. Denise pose doucement sa fourchette, comme elle le fait avant de corriger les devoirs de Kelsey. Ta grand-mère était émotive à la fin, ma chérie. C'est du business. Business. C'est le mot qu'ils utilisent pour tout ce qui était autrefois de l'amour. À 17 ans, Greg devient plus direct, quand tu auras 18 ans, on réglera ça en famille. La façon dont il dit « famille », je sais que ça veut dire « à ma façon ». Un après-midi de novembre, seul à la cabane, je vide le placard du couloir. Derrière une pile de vieilles couettes, je trouve une enveloppe scellée dans l'écriture de grand-ma Vivien. Mon nom sur le devant. À l'intérieur, une seule carte de visite, Margaret Caldwell, avocate. En dessous, en petits caractères, Tmen Family Trust. Mes mains tremblent, non pas de peur, mais de reconnaissance. Grand-ma a laissé ça ici pour que je le trouve. Elle savait que ce serait moi qui viderais les placards. Pas Greg, pas Wade, moi. Je glisse la carte dans mon portefeuille. Je n'appelle pas. Pas encore. 3 mois avant mon 18e anniversaire, Margaret Caldwell m'appelle la première. L'appel arrive un jeudi soir de février. Je suis dans ma chambre en train de faire mes devoirs de calcul quand mon téléphone affiche un numéro inconnu avec un indicatif local. Iris, c'est Margaret Caldwell. J'étais l'avocate de tes grands-parents. Sa voix est stable, professionnelle et prudente, comme quelqu'un qui a répété cette ouverture. J'ai besoin de te parler avant ton anniversaire. Il y a des choses que tu dois savoir, et il n'y a pas beaucoup de temps.
Elle me demande de la retrouver le samedi suivant à son bureau en centre-ville. Seul, j'y vais. Margaret Caldwell a la cinquantaine avancée, cheveux argentés, avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne autour du cou. Son bureau est petit, bien rangé, et sent le vieux papier et le café. Elle s'assoit en face de moi et ouvre un dossier. Tes grands-parents m'ont engagé il y a 6 ans, dit-elle. Ils ont créé un trust irrévocable. La cabane, un compte d'épargne et un portefeuille d'investissement. Valeur totale d'environ 2,1 millions de dollars. Tout est détenu dans le trust. Tu es la seule bénéficiaire. Je sens la pièce pencher légèrement. Mes grands-parents m'ont tout laissé. Ils ont transféré les biens dans le trust de leur vivant. Légalement, cela n'est jamais entré dans leur succession. Ça ne passe pas par le probate. Ton père et ton oncle n'ont aucune revendication. Elle fait glisser un document sur le bureau, un résumé du trust. Mon nom sur la 2e ligne. Le titre de la cabane a été enregistré sous le trust au bureau d'enregistrement du comté il y a 6 ans. Ton père ne le sait pas. Pourquoi ne lui ont-ils pas dit? Margaret marque une pause. Ton grand-père a dit, et ce sont ses mots, mes fils vendront cette cabane avant même que les fleurs de l'enterrement ne fanent. La pièce est silencieuse. Je fixe le papier avec mon nom dessus. Il y a autre chose, dit Margaret. Quelqu'un a fait des recherches au bureau d'enregistrement du comté sur le titre de la cabane au cours du dernier mois. Après cette rencontre, je commence à faire attention. Pas de façon suspicieuse, juste en silence. Le dimanche suivant, Wade vient dîner. Après, lui et Greg disparaissent dans le garage. La porte est entr'ouverte. Pas assez pour voir, mais assez pour entendre. La voix de Wade, j'ai déjà signé le contrat d'achat avec Ridgeline pour 450 000 $. Mais on a besoin d'un titre propre avant la clôture. Greg, comment on le rend propre? Quitter Clindide. Papa est parti. Maman est partie. Nous sommes les héritiers légaux. On transfère la propriété à nous-mêmes par quitter Clin, on l'enregistre, et on vend. C'est légal? C'est un transfert immobilier standard entre héritiers. Personne ne va poser de questions. Une pause, puis Greg, plus bas, et Iris? Ma poitrine se serre. La réponse de Wade arrive vite, comme s'il y avait déjà réfléchi, elle a 17 ans, Greg. Elle ne peut rien faire. Et le temps qu'elle ait 18 ans, la vente sera conclue. Affaire réglée. Elle sera contrariée. Elle s'en remettra. On lui donnera une part. 50 000 $ pour l'université. Elle devrait être reconnaissante. Je recule de la porte du garage. Mes mains sont froides. Wade a déjà signé un contrat d'achat de 450 000 $ avec une société de développement pour une cabane qu'il ne possède pas, sur un terrain détenu dans un trust dont il ignore l'existence. Cette nuit-là, je m'assois sur mon lit et j'envoie 2 mots à Margaret par texto, ils accélèrent. Sa réponse arrive en 3 minutes, je m'y attendais. Viens me voir samedi. On préparera tout ce dont tu as besoin. Je ferme mon téléphone et je fixe le plafond. Dans la pièce d'à côté, Kelsey regarde une émission et rit de quelque chose. En bas, mes parents chargent le lave-vaisselle et parlent des plans du week-end comme si rien ne se passait. Et dans le garage, quelque part dans le dossier de Wade, il y a un contrat qui est déjà sans valeur. Il ne le sait pas encore. Samedi, au bureau de Margaret. Elle étale le calendrier sur un bloc-notes juridique, en traçant des lignes entre les dates comme un plan de bataille. Le titre de la cabane est déjà sous le trust. Si Wade dépose un quitté Clindide, le bureau d'enregistrement du comté devrait le rejeter parce que la chaîne de titres ne correspondra pas. La propriété n'est plus au nom personnel de tes grands-parents depuis 6 ans. Mais si jamais il soumet des documents supplémentaires, une affidavit de succession ou peut-être un certificat de décès falsifié, il pourrait créer ce qu'on appelle un cloud on title, qui ne lui donnera pas la propriété. Mais qui pourrait bloquer le bien dans une procédure judiciaire pendant 1 an ou plus. Donc, je dois agir en premier. Tu dois agir au bon moment. Elle tape sur le calendrier. Au moment exact où tu auras 18 ans, tu deviens une adulte légale. Tu peux officiellement accepter le rôle de bénéficiaire successeur. Une fois que tu signes, je dépose un lit pendant, un avis public d'intérêt juridique, au bureau d'enregistrement du comté dès le lendemain matin. Ça gèle le titre.
Personne ne peut enregistrer quoi que ce soit contre lui. Je hoche la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Te présenter, signer un seul document. Je m'occupe du reste. Je reste assise un moment avec ça. Est-ce que je devrais le dire à mes parents? Margaret enlève ses lunettes. Ton grand-père m'a demandé spécifiquement de te protéger, Iris, pas de négocier avec eux. Je rentre à la maison. Greg est dans la cuisine, joyeux. Bonne nouvelle, ma grande. Je t'organise une fête d'anniversaire. Toute la famille, samedi soir. C'est une grande. 18 ans. Il sourit. Denise sourit. Même Kelsey applaudit. Je souris aussi. Mon père organise ma fête d'anniversaire. Mon oncle organise de vendre la cabane de ma grand-mère. Et moi, je suis assise à la table de la cuisine en souriant, parce que dans 9 jours, je vais les laisser penser que tout se déroule exactement selon leur planning. Je vais être honnête avec vous. Être assise dans ma chambre ce soir-là, en sachant ce qui allait arriver, a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Une partie de moi voulait descendre et tout dire, papa, je sais. Mais Margaret avait raison. Si je les alertais, ils trouveraient un autre moyen. Alors je suis restée silencieuse et j'ai attendu. Voici ce que je veux vous demander, avez-vous déjà dû rester silencieux pour vous protéger, même quand chaque partie de vous voulait parler? Dites-le-moi en commentaire. Je les lis tous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire est sur le point de prendre un tournant. 5 jours avant mon anniversaire, ma mère s'assoit à côté de moi sur le canapé. Elle utilise sa voix, parlons comme des adultes. Douce, travaillée, un peu répétée. Maintenant que tu as presque 18 ans, dit Denise, il y a certaines décisions familiales que nous devrions prendre ensemble. Ensemble. Le mot tombe comme un costume. La cabane coûte de l'argent à entretenir, continue-t-elle. Taxes, assurance, réparation. L'entreprise de ton père traverse des difficultés. Et si on la vend, on pourrait rembourser les dettes et créer un fonds pour tes études et celles de Kelsey. Pour vous deux. Grand-ma voulait que je la garde. L'expression de Denise change. Un éclair d'impatience vite effacé. Ta grand-mère était très sentimentale à la fin, Iris, mais le sentiment ne paie pas les taxes foncières. Greg entre pile au bon moment. Je me demande s'ils ont planifié ça. J'ai déjà parlé à un acheteur, dit-il. Bon prix, bonne affaire. Qui est l'acheteur? Il cligne des yeux. Une société de développement. Wade les connaît. Quelle société? Une pause plus longue. Ridgeline quelque chose. Ils sont réputés. Je n'insiste pas. Je vais y réfléchir, dis-je. Greg me tapote l'épaule. C'est ma fille. Il s'éloigne, satisfait, comme s'il venait de conclure une négociation. Plus tard dans la soirée, Kelsey frappe à ma porte. Elle est en pyjama, les cheveux encore humides de la douche. Iris. Ouais. Elle s'assoit au bord de mon lit, tirant un fil sur la couette. Maman et papa parlent tout le temps de la cabane la nuit, après que je suis censé dormir. Elle me regarde du coin de l'œil. Ils ont une voix différente, comme s'ils préparaient quelque chose. Différente comment? Comme s'ils étaient excités, mais aussi nerveux. Elle marque une pause. Il se passe quelque chose? Je tire la couverture sur ses pieds. Ne t'inquiète pas pour ça, Kels. Elle hoche la tête, mais n'a pas l'air convaincue. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Ce n'est pas un oui. Et ils le savent, c'est pourquoi ils vont continuer à insister. 3 jours avant mon anniversaire, l'oncle Wade débarque sans prévenir. Il m'attrape dans l'allée alors que je reviens du supermarché. Vêtements décontractés, grand sourire, appuyé contre sa voiture comme s'il passait par là par hasard. Wade est agent immobilier. Rien de ce qu'il fait n'est accidentel. Et ma grande, t'as une minute? Juste pour parler, Iris. Nous nous asseyons sur les marches du perron. Il se penche en avant, les coudes sur les genoux. Voilà le truc, Iris. Ce lot au bord du lac, rien que le terrain vaut 450 000. Je peux nous obtenir une affaire avec un acheteur en qui j'ai confiance. Clôture rapide,
papier propre. Et qu'est-ce que j'y gagne? 50 000 $ en cash pour tes études. Je laisse le chiffre flotter dans l'air. 50 000 sur 450 000. Wade sourit comme si j'avais dit quelque chose de mignon. Tu as 18 ans, Iris. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de ton âge. La plupart des jeunes sauteraient sur l'occasion. À quel nom est le titre, oncle Wade? Le sourire se fige une seconde. Un éclair dans les yeux, un micro-ajustement, puis il revient. Celui de tes grands-parents, mais ils ne sont plus là maintenant. Ça passe à ton père et à moi en tant que plus proches parents. Je vais y réfléchir, dis-je encore. Wade se lève, brosse son jean. Ne réfléchis pas trop, Iris. Les occasions comme celle-ci n'attendent pas. Il s'en va. Avant même d'être au bout de la rue, il est déjà au téléphone. Je vois sa bouche bouger à travers la vitre du conducteur. Cette nuit-là, je texte à nouveau Margaret, ils accélèrent. Elle répond, reste sur la voie. Encore 3 jours. 3 jours. Je peux tenir 3 jours. La veille de mon anniversaire, je conduis seul jusqu'à la cabane. La route est calme. Le lac Cédar est plat et sombre sous un demi-lune. Les pins le long de la rive ressemblent à des découpages contre le ciel. Je me gare sur le gravier que Grandpa a lui-même aplani. Je monte les marches du Porsche. La deuxième craque encore. Je m'assois dans la chaise à côté de celle qui était la sienne. L'air sent la pluie et la résine de pin. Je vérifie mes emails. Margaret m'a envoyé le dossier complet de documents, le formulaire d'acceptation de bénéficiaire successeur, la confirmation de désignation de bénéficiaire, un résumé d'une page des termes du trust, tout formaté, marqué avec des onglets autocollants, prêt pour une signature ma signature. À minuit, je lis chaque document 2 fois. Puis je ferme mon ordinateur et j'écoute le lac. Grandpa s'asseyait exactement ici et disait, la patience n'est pas une faiblesse, Iris. C'est une question de timing. J'ai toujours pensé qu'il parlait de la pêche. Les larmes viennent sans prévenir. Pas un effondrement, pas une crise, juste un débordement silencieux que je laisse couler. Je pleure parce que j'aimerais que ce soit différent. J'aimerais que mon père ait été le genre d'homme qui m'aurait emmené pêcher sur ce lac au lieu de calculer sa valeur de revente. J'aimerais que ma mère m'ait demandé ce que je voulais au lieu de me dire ce qui est pratique. J'aimerais ne pas avoir à signer un document juridique à minuit pour me protéger des gens qui sont censés me protéger. Mais les souhaits ne tiennent pas devant un tribunal. Les documents de trust, si. J'essuie mon visage, je verrouille la porte de la cabane, je rentre à la maison, je me couche et je règle mon réveil sur 23h45. Dans 6 heures, j'aurai 18 ans. Dans 7 heures, ma famille découvrira que la cabane n'a jamais été à eux pour la prendre. 23h50. La porte de ma chambre est fermée. La maison est silencieuse. Greg et Denis sont allés se coucher il y a 1 heure, et la lumière de Kelsey s'est éteinte à 22 heures. J'ouvre mon ordinateur et je me connecte à l'appel vidéo. Margaret apparaît dans son bureau à domicile, lunettes de lecture sur une pile de papiers éclairés par une lampe de bureau. Prête? Prête. Quand l'horloge indique minuit, tu deviens une adulte légale dans tous les sens qui comptent. Je vais te guider pour la signature. Elle repasse toute une dernière fois, clair et précis. Je signe le formulaire d'acceptation de bénéficiaire successeur, un document d'une seule page qui confirme que j'accepte formellement le trust créé par mes grands-parents. À partir de cette seconde, toutes les décisions concernant les actifs du trust passent par moi et Margaret en tant que co-décideur. Maintenant, dit-elle, demain matin à la première heure, 8 heures, je me rends au bureau d'enregistrement du comté et je dépose un lit pendant. C'est un avis public indiquant qu'il y a un intérêt juridique en cours sur la propriété. Une fois enregistré, personne ne peut vendre, transférer ou grever le titre tant qu'il est actif. Et s'ils ont déjà déposé quelque chose? Alors tout ce qu'ils ont déposé sera signalé. La chaîne de titres montrera que le trust a été enregistré il y a 6 ans, pas ton père. Tout document contradictoire sera rejeté. Je regarde le papier signé dans ma main. Mon nom à l'encre. Les noms de mes grands-parents imprimés au-dessus du mien. La voix de Margaret s'adoucit légèrement. Ce n'est pas un piège, Iris. C'est le dernier cadeau de ton grand-père.
Tu devais simplement être assez grande pour l'accepter. L'horloge sur mon ordinateur indique minuit 3. J'ai 18 ans. Je suis la bénéficiaire légale du Tmen Family Irrevocable Trust. Et en bas dans le garage, le quitter-clin dit de mon oncle est déjà un document mort. Il le découvrira dans environ 9 heures. À travers la ville, dans la cuisine d'un duplex loué, Wade Tmen imprime des documents. Je ne le sais pas à ce moment-là. Je le reconstitue plus tard grâce à ce que la greffière a dit à Margaret et à ce que Greg a fini par admettre lors d'une de nos conversations les plus difficiles. Voici ce qui s'est passé cette même nuit. Pendant que je signais mon formulaire d'acceptation à l'étage, Wade a imprimé un quitter-clin dit, un formulaire d'une page qui transfère les droits de propriété d'une partie à une autre sans garantie de propriété. Légitime quand utilisé correctement, criminel quand la personne qui le signe n'a aucun droit à transférer. Il a appelé Greg à 23h30, tout est prêt. On dépose à 9h. Le bureau d'enregistrement ouvre à 8h, mais je veux d'abord m'assurer qu'Iris est occupée avec les trucs d'anniversaire. Greg, tu es sûr de ça? Wade, ils sont morts. Greg, nous sommes les plus proches parents. C'est simple. Ce n'était pas simple. C'était une falsification habillée en langage immobilier standard. Wade avait aussi un deuxième document ouvert sur son ordinateur, un contrat d'achat avec Ridgeline Development LLC. Prix d'achat, 450 000 $. Date de clôture, 30 jours après l'enregistrement du quitter-clin dit. Si Wade ne pouvait pas fournir un titre propre dans ce délai, il devrait 45 000 $ de pénalité à Ridgeline, plus des dommages et intérêts. Il avait signé cet accord 2 mois plus tôt, avant même que le titre de mes grands-parents n'ait été complètement vérifié, avant qu'il n'ait confirmé que la propriété faisait partie de la succession. Il l'avait simplement supposé. Il avait supposé que personne n'avait prévu autre chose. Wade avait parié près d'un demi-million de dollars sur un bout de papier qui ne lui appartenait pas. Il ne le savait pas encore. Et dans 9 heures, quand il entrerait au bureau d'enregistrement du comté avec son quitter-clin dit et sa poignée de main confiante, il découvrirait que toute la chaîne de titres racontait une histoire différente. Ma fête d'anniversaire commence à 16 heures. Le salon est plein, peut-être 20 personnes. Des voisins, quelques amis de mes parents à l'église, 2 anciens contacts professionnels de Greg, la famille de la meilleure amie de Kelsey. Nora Beckett, la voisine de la cabane, est là aussi, assise près de la fenêtre avec un verre de limonade et des yeux vifs et attentifs. Il y a des ballons, une bannière qui dit « Happy 18th » en lettres argentées, un gâteau en feuilles du boulanger de Main Street. Je souris. Je remercie tout le monde. J'ouvre de petits cadeaux, un journal, une carte cadeau, un cadre photo. Dans la poche de ma veste, plié en un petit carré, se trouve le formulaire d'acceptation signé la nuit dernière. Je ne le touche pas. Je n'en ai pas besoin. C'est déjà fait. Greg se lève près de la table du gâteau et tape sur son verre. La pièce se tait. Je veux juste dire qu'Iris est officiellement une adulte aujourd'hui. Denise et moi sommes si fiers d'elle. Il marque une pause en regardant la pièce. Et en tant que famille, nous avons quelques projets excitants pour l'avenir. Il me regarde et sourit. N'est-ce pas, Iris? Tous les visages dans la pièce se tournent vers moi. Merci, papa, dis-je. Rien de plus. Greg attend un instant, puis rit et lève son verre. La pièce suit. La conversation reprend. Du coin de l'œil, je vois Wade près de la porte d'entrée, vérifiant son téléphone, tapant quelque chose rapidement avec les 2 pouces. Nora m'attrape le bras quand je passe près de la fenêtre. Elle se penche près de moi, sentant la crème pour les mains à la lavande. Ta grand-mère voudrait que tu saches quelque chose, dit-elle doucement. J'ai vu ton oncle à la cabane la semaine dernière avec 2 hommes en costume. Il mesurait les limites du terrain avec un mètre ruban. Wade a amené les acheteurs sur la propriété avant même d'avoir le titre. C'est à quel point il était confiant. Après que le gâteau ait été coupé et que les assiettes aient circulé, Greg se lève à nouveau. Cette fois, sa voix est plus forte, plus délibérée, la voix d'un homme qui a attendu son public. Avant de conclure, je veux partager quelque chose avec tout le monde. Il pose la main sur l'épaule de Denise. Notre famille traverse une période financière difficile. Certains d'entre vous savent pour le magasin. Ça a été dur. Murmure de sympathie. Mais Harold et Vivien, mes parents,
ils nous ont laissé quelque chose. La cabane au lac Cédar. Et en tant que famille, nous avons décidé de la vendre pour assurer l'avenir de tout le monde. Nous avons décidé. Je sens les mots tomber sur ma peau comme de l'eau froide. Il l'annonce devant 20 personnes, comme si c'était réglé. Il me regarde droit dans les yeux. Iris comprend. Elle sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous, n'est-ce pas, ma chérie? La pièce attend. Tous les yeux se posent sur moi. Des voisins qui me connaissent depuis que je suis petite. Nora avec sa limonade. Kelsey à moitié cachée derrière le canapé. Je pose ma fourchette sur mon assiette. Le tintement est le seul son dans la pièce. Je n'ai jamais accepté de vendre la cabane, papa. Le sourire de Greg reste figé, mais les muscles autour de sa mâchoire se contractent. Elle plaisante. Le trac de l'anniversaire. Je ne plaisante pas. Wade s'avance depuis l'encadrement de la porte. Allez, Iris. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je prends mon verre d'eau, bois une gorgée lente et le repose. Tu as raison, oncle Wade. Ce n'est pas le moment. Je soutiens son regard. Le moment, c'est demain matin à 8 heures. Silence. Le téléphone de Wade vibre dans sa poche. Il ne le regarde pas. Personne dans la pièce ne bouge. Les invités commencent à partir après ça. Des au revoir polis, des sourires crispés, le genre de sortie que les gens font quand ils sentent une tempête se préparer dans la maison de quelqu'un d'autre. En moins de 30 minutes, le salon se réduit à la famille, Nora et 2 voisins qui ne savent pas trop s'ils doivent partir ou rester. Denise attend que la porte d'entrée se ferme derrière le dernier quasi-inconnu, puis se tourne vers moi dans la cuisine. Sa voix est contrôlée mais suffisamment forte pour porter. Tu as une idée de ce que ton père traverse? Elle s'approche. Il pourrait perdre cette maison, Iris. Notre maison? Celle dans laquelle tu dors toutes les nuits. Et toi, tu t'accroches à une cabane que tu visites le week-end. Je la visite tous les week-ends, maman. Ce n'est pas le sujet. Elle appuie ses paumes à plat sur le comptoir. Nous sommes une famille. Les familles prennent des décisions ensemble. Et si tu aimais cette famille, tu n'aurais pas besoin d'un avocat pour te dire quoi faire. La pièce devient immobile. Je la regarde fixement. Comment sais-tu pour l'avocat? Denise ne bronche pas. Wade a trouvé la carte de visite dans ton sac la semaine dernière. Margaret Caldwell. Qui est-ce, Iris? Mon estomac se serre. Pas de peur, mais de la réalisation qu'ils ont fouillé dans mes affaires, à la recherche de quelque chose qu'ils pourraient utiliser. Avant que je puisse répondre, la voix de Nora Beckett coupe depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, égale et ferme, cette fille a parfaitement le droit de parler à un avocat, Denise. Vivien l'aurait voulu. Denise se retourne brusquement. C'est une affaire de famille, Nora. S'il te plaît. Nora ne bouge pas. Elle me regarde, puis regarde Denise. Vivien était mon amie pendant 40 ans. Je pense savoir ce qu'elle voulait. Le silence entre elles pourrait fissurer du verre. Je ne dis plus un mot. Je n'en ai pas besoin. Pas encore. Nora part. Les voisins s'éclipsent derrière elle avec des au revoir discrets. Maintenant, il ne reste plus que nous 5, Greg, Denise, Wade, Kelsey et moi. Greg ferme la porte de la cuisine. La lumière fluorescente bourdonne au-dessus de nos têtes. Il tire une chaise, s'assoit et croise les mains sur la table comme un homme sur le point de dicter ses conditions. Voici ce qui va se passer, Iris. Sa voix est basse et délibérée. Demain matin, Wade et moi allons au bureau du comté. Nous déposons les papiers. La cabane se vend. Tu reçois ta part, une part équitable, et on passe à autre chose en famille. Quelle est ma part? 50 000 $. Sur combien? Greg ne répond pas. Wade, appuyé contre l'encadrement de la porte, comble le vide, ne rend pas ça plus difficile que nécessaire. Je regarde mon père. Et si je dis non? La mâchoire de Greg se crispe. Si tu te bats contre ça, tu seras seul. Plus d'aide pour l'université. Plus de vie sous ce toit. La cuisine est très silencieuse. Le robinet goutte une fois.
Tu me menaces de me mettre à la porte le jour de mes 18 ans? Je te demande d'être partie de cette famille. Je recule de la table. Je me lève. Ma voix est stable même si mes mains ne le sont pas. Je fais partie de cette famille, papa. Je suis la partie qui tient ses promesses. Je passe devant Wade, devant Kelsey qui est assise sur les escaliers les genoux remontés contre sa poitrine, et je monte à l'étage. Je ferme ma porte. Je m'assois sur le lit et je respire. Greg pense que son délai est 9 heures du matin au bureau d'enregistrement du comté. Il ne sait pas que le délai de Margaret est 8 heures. Cette nuit-là, assise sur mon lit en tenant le formulaire d'acceptation que j'avais déjà signé à minuit, mon père venait de me menacer de m'exclure de ma propre famille si je ne lui remettais pas une cabane qui était légalement à moi. Ma mère avait dit que je ne les aimais pas. Mon oncle prévoyait de déposer un acte falsifié dès le lendemain matin. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que ma grand-mère avait raison. Elle savait exactement qui il deviendrait quand l'argent serait sur la table. Et elle avait planifié pour ça des années avant que ça n'arrive. Si quelqu'un que vous aimiez a déjà préparé quelque chose pour vous protéger, même après son départ, je veux l'entendre. Dites-le en commentaire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. À 8 heures du matin, le bureau d'enregistrement du comté ouvre. Les lumières fluorescentes s'allument en clignotant. Une greffière en cardigan bleu déverrouille le comptoir d'accueil. Margaret Caldwell est la première personne à franchir la porte. Elle porte une veste grise et tient un dossier en cuir. Elle s'approche du comptoir, présente 2 documents, une copie certifiée du Tmen Family Irrevocable Trust et un avis de Lee pendant les demandes qu'il soit enregistré contre la propriété du lac Cedar. La greffière examine les papiers, vérifie les registres de titres existants, et appose le tampon « Enregistré ». Fait. À partir de ce moment, quiconque consultera le titre de la cabane du lac Cedar verra l'avis d'intérêt juridique en cours, Tmen Family Irrevocable Trust, Margaret Caldwell Trustee, Iris Tmen bénéficiaire. À 8h14, Margaret m'appelle. C'est fait. Le lit pendant est enregistré. La propriété est signalée. Tout ce qu'ils apporteront sera rejeté pour des raisons de chaîne de titre. Je suis assise à la table de la cuisine en train de manger des céréales. Greg est à l'étage en train de s'habiller. Denise fait du café. Son matinaux normaux. L'eau qui coule. Une porte de placard. Le cliquetis d'une boucle de ceinture. À 8h30, Greg et Wade descendent ensemble. Greg porte une chemise boutonnée, sa chemise d'affaires, celle qu'il mettait pour les rendez-vous à la banque avant que le magasin ne ferme. Wade a un dossier sous le bras. Le même dossier que d'habitude. On sera de retour pour le déjeuner, dit Greg en prenant ses clés. Je lève les yeux de mon bol. Bonne chance, dis-je. Greg s'arrête dans l'encadrement de la porte, me regarde. Quelque chose dans ma voix, peut-être, ou dans mon visage. Puis il se retourne et sort. Je rince mon bol de céréales. Je l'essuie. Je le range dans le placard et j'attends. Je ne saurai jamais exactement à quoi ressemblait leur visage, mais je sais ce qui s'est passé parce que Margaret était encore au bureau d'enregistrement quand ils sont entrés. Elle est restée exprès. 9h05. Wade s'approche du comptoir. Il fait glisser le quitté Clindide avec un hochement de tête confiant. Greg se tient derrière lui, les mains dans les poches, regardant autour de lui comme s'il serait entré et sorti en 10 minutes. La greffière prend le document, tape le numéro de parcelle dans le système, lit l'écran, tape à nouveau, puis s'arrête. Je ne peux pas enregistrer ce document, monsieur. Wade se penche en avant. Pardon? La propriété est détenue sous le Tmen Family Irrevocable Trust. Il a été enregistré en 2020. Il y a aussi un lit pendant déposé ce matin. C'est impossible, dit Wade. Mes parents possédaient cette propriété. Monsieur, l'acte a été transféré au trust il y a 6 ans. La chaîne de titre est claire. Ce qui t'éclin ne correspond pas au registre de propriété actuel. Greg s'avance à côté de Wade. Il n'y a pas de trust. Nos parents n'ont jamais mentionné de trust. La greffière les regarde tour à tour. Je vous recommande de parler avec la trustee indiquée sur le dépôt, Margaret Caldwell. La main de Wade s'aplatit sur le comptoir. Son visage se vide de son sang. Le nom de Margaret,
le nom sur la carte de visite qu'ils ont trouvée dans mon sac, et maintenant sur un registre public qu'ils ne peuvent pas effacer. Greg se tourne lentement vers Wade. Tu disais que c'était simple. Je ne savais pas pour le trust. Tu es agent immobilier, Wade. Comment as-tu pu ne pas vérifier le titre d'abord? Wade ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau. La greffière dit calmement, messieurs, je vais vous demander de sortir si vous avez un désaccord. Margaret, assise dans la zone d'attente près de la porte, les regarde partir. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en a pas besoin. L'appel arrive à 9h22. Je suis assise sur le porche à regarder l'arroseur automatique du voisin décrire des arcs sur la pelouse. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de Greg est tendue, tremblante. J'entends la circulation derrière lui. Il est sur le parking. J'ai accepté ce que grand-pa et grand-maman m'ont laissé. C'est tout. Tu es allé derrière notre dos avec une avocate dont on n'a jamais entendu parler. Margaret Caldwell est l'avocate du trust depuis 6 ans, papa. Tu n'as simplement jamais demandé. Un temps de silence, une respiration lourde. Je garde une voix égale. Non, pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il ne te faisait pas confiance avec. Le silence qui suit est le plus long de ma vie. Je compte les rotations de l'arroseur, 3 arcs complets, avant qu'il ne parle à nouveau. On va se battre contre ça. Tu peux essayer, mais le trust est irrévocable. Ça veut dire que même moi je ne peux pas le dissoudre. Il n'y a rien à défaire pour personne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, papa. J'ai eu 3 mois pour apprendre. Il raccroche. Pas d'au revoir. Juste un clic et le silence. Je pose le téléphone sur la rambarde du porche. Mes mains tremblent. Pas de colère, pas de peur, mais du poids des mots que je viens de dire à mon propre père. Du fait de savoir que l'homme qui m'a appris à faire du vélo à 6 ans est le même qui a essayé de vendre la maison de ma grand-mère dans mon dos. Je reste assise là jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Ça prend un moment. Puis mon téléphone vibre à nouveau. Un numéro inconnu, une voix d'homme, brusque et corporative. Mademoiselle Tmen, c'est Carter Brigg de Ridgeline Développement. Il faut qu'on parle. Carter Brigg parle comme les promoteurs, vite, factuel, et déjà en train de calculer son prochain mouvement avant même d'avoir terminé la phrase actuelle. Nous avons un contrat d'achat avec Wade Tmen pour la propriété du lac Cedar. Il a garanti un titre propre. Nous venons d'être informés qu'il y a un lit pendant sur la parcelle. C'est exact. Pouvez-vous m'expliquer la situation, monsieur Brigg? Mon oncle ne possède pas cette propriété. Il ne l'a jamais possédée. La cabane et le terrain sont détenus dans un trust irrévocable depuis 2020. Je suis la seule bénéficiaire. Une pause. Le bruit de papier qu'on déplace à l'autre bout. Il s'est présenté comme l'héritier. Je comprends, mais la représentation ne crée pas la propriété. Je vous recommande de discuter de cela avec lui, et éventuellement avec votre propre avocat. Une autre pause, plus longue cette fois. Mademoiselle Tmen, y a-t-il une possibilité de vente? Nous serions prêts à faire une offre compétitive directement au trust. La propriété n'est pas à vendre. Compris. Sa voix durcit légèrement. Alors nous poursuivrons nos recours contre monsieur Tmen. Je lui donne le numéro de Margaret. Dans l'heure qui suit, elle confirme à l'équipe juridique de Ridgeline ce que j'ai déjà dit à Carter. Le trust est valide. Wade n'avait aucune autorité et le contrat d'achat a été signé sur la base d'une fausse représentation de propriété. La réponse de Ridgeline est immédiate. Ils poursuivent Wade pour rupture de contrat, la clause de pénalité de $45 000, plus des dommages et intérêts. Cet après-midi-là, Margaret m'appelle avec une dernière information. Sa voix est prudente mais directe. Iris, le quitté Clindide que Wade a essayé de déposer comportait un tampon de notaire. J'ai demandé au bureau d'enregistrement d'en tirer une copie avant qu'il le rejette. Le tampon ne correspond à aucun notaire enregistré dans le comté. Il semble être falsifié. Je ferme les yeux. C'est un délit, n'est-ce pas? Dans cet état? Oui. Mon oncle n'a pas seulement essayé de voler ma cabane. Il a commis un crime pour le faire. Greg rentre à 14h. Il franchit la porte d'entrée comme un homme portant quelque chose d'invisible et de très lourd.
Denise est déjà dans la cuisine, les bras croisés, le visage taché de ce que je devine avoir été une heure de pleurs de colère. Je suis à la table de la salle à manger. Je ne me lève pas. Greg s'assoit en face de moi. Il fixe la table pendant longtemps. Je vais perdre cette maison, Iris. Sa voix est plate, vidée. La banque me réclame 180 000 $. Le magasin est parti. Cette cabane devait être notre porte de sortie. Je sais que tu traverses une période difficile, papa. Je suis désolé pour l'entreprise. Alors aide-nous. La cabane n'a jamais été ta porte de sortie. C'était le cadeau de grand-pa et grand-ma pour moi. Un cadeau? Il rit presque. Pourquoi? Tu as 18 ans. De quoi une fille de 18 ans a-t-elle besoin avec une cabane en bord de lac? Ce n'est pas une question de ce dont j'ai besoin. C'est une question de ce qu'il voulait. Denise intervient depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Il réfléchissait assez clairement pour engager un avocat 6 ans avant leur mort. Greg abat sa paume sur la table. Je vais contester le trust. Une voix sort de mon téléphone. J'avais appelé Margaret avant que Greg n'entre et j'avais laissé la ligne ouverte sur haut-parleur. Pas pour le piéger, pour gagner du temps. Monsieur Tmen. La voix de Margaret est stable et professionnelle. Contester un trust irrévocable établi 6 ans avant la mort des donateurs, avec pleine capacité légale documentée et attestée, vous coûtera plus en frais d'avocat que la propriété ne vaut. Je vous déconseille fortement de le faire. La cuisine est silencieuse. Le robinet goutte. Greg me regarde. Vraiment. Et pour la première fois, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu dans les yeux de mon père auparavant, pas de la colère, mais de la reconnaissance. 2 heures plus tard, Wade appelle la maison. Greg décroche dans le salon. Je suis dans le couloir, assez près pour entendre chaque mot à travers le mur fin. Ridgeline me poursuit en justice. La voix de Wade est à vif. 45 000 $ de pénalité plus des dommages et intérêts. Ils disent que j'ai commis une fraude. La réponse de Greg est froide. Plus froide que je ne l'ai jamais entendue. Tu l'as fait? Je pensais qu'on en était propriétaire. Greg, tu es agent immobilier. Tu fais des recherches de titres pour vivre. Comment as-tu pu ne pas vérifier? J'ai supposé. Tu as supposé. Et maintenant je suis là sans rien parce que tu as supposé. Tu voulais l'argent aussi. Mais je n'ai pas falsifié un tampon de notaire, Wade. Un long silence. Je n'ai pas falsifié. J'ai juste trouvé un tampon. Et c'est de la falsification. Tu sais que c'est de la falsification. La respiration de Wade devient plus lourde. J'ai besoin d'un avocat. Moi aussi. Greg marque une pause. Ne rappelle plus cette maison tant que tu n'en as pas parlé à un. Il raccroche. J'entends qu'il s'assoit sur le canapé. Les ressorts grincent. Puis plus rien. Je monte à l'étage. La porte de Kelsey est ouverte. Elle est assise sur son lit avec un casque autour du cou, les yeux écarquillés. Oncle Wade a des ennuis. Oui, Kelsey. Il en a. Et papa? Je m'assois au bord de son lit. Papa a fait de mauvais choix, mais oncle Wade en a fait de pire. Elle hoche lentement la tête, en le digérant comme le font les adolescents de 15 ans, pas tout comprendre, mais en savoir assez pour avoir peur. Je vais dans ma chambre, je m'assois près de la fenêtre et je regarde la rue. Un promeneur de chiens passe. Un arroseur siffle. Le monde continue. Je ne me sens pas victorieuse. Je ne me sens pas satisfaite. Je me sens comme quelqu'un qui vient de traverser un feu et qui n'a pas encore vérifié ce qui a brûlé. Au cours des 3 semaines suivantes, les conséquences tombent comme des dominos, et chacun fait du bruit. Ridgeline Développement dépose une plainte civile contre Wade Tmen, rupture de contrat, fausse représentation de titre, et demande de 45 000 $ de pénalité plus 60 000 $ supplémentaires en dommages et intérêts et frais de justice. Leur avocat envoie la plainte par courrier recommandé au duplex de Wade. Il signe le reçu un mardi. Le bureau du procureur du comté reçoit une référence du bureau d'enregistrement concernant le tampon de notaire falsifié. Un enquêteur est assigné. La licence immobilière de Wade est suspendue en attendant l'issue, ce qui signifie que ses revenus, tels qu'ils étaient,
s'arrête. La nouvelle circule dans une petite ville. Pas parce que je dis quoi que ce soit, je ne le fais pas. Mais les dépôts judiciaires sont des registres publics, et la plainte de Ridgeline nomme la propriété du lac Cedar par son numéro de parcelle. Les voisins du lac lisent le journal local. Ils parlent. À la deuxième semaine, l'histoire a fait le tour du Rotary Club, du parking de l'église et de la file d'attente à la caisse de Hansen S Market. Wade m'appelle une fois. Je réponds. Iris, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à ton avocate de retirer le lit pendant? Si le titre est dégagé, je pourrais peut-être négocier quelque chose avec Ridgeline, réduire la pénalité. Le lit pendant protège ma propriété, oncle Wade. Il reste. Je laisse la phrase flotter un moment. Puis je dis doucement, ce sont mes grands-parents qui ont mis ça en place. Ils ont choisi ça. Ils m'ont choisi. Donc je ne pense pas que ce soit de la honte qu'ils ressentiraient. Il raccroche. Je pose mon téléphone et je regarde le mur. Il y a une photo encadrée de Grandpa Harold sur mon bureau, celle de l'été de mes 12 ans. Nous deux debout près de la clôture que nous avons réparée. Je la laisse là où elle est. Greg ne conteste pas le trust. Margaret avait raison. Les seuls frais d'avocat l'enseveliraient, et l'affaire n'irait nulle part. Un trust irrévocable établi par des donateurs mentalement compétents, attestés, notariés correctement et enregistrés des années avant leur mort, est à peu près aussi étanche que peut l'être une loi d'État. Au lieu de ça, Greg fait ce qu'il aurait dû faire il y a 2 ans, il vend le magasin de matériaux de construction à perte, mais assez pour négocier un plan de remboursement avec la banque. La maison reste, tout juste. Les économies, non. Denise retourne travailler pour la première fois en 10 ans. Elle prend un poste dans une pharmacie sur Lincoln Avenue, la même chaîne où elle travaillait avant la naissance de Kelsey. Elle n'en parle pas beaucoup. Quand les voisins demandent, elle dit qu'elle voulait rester occupée. Personne n'y croit, mais personne n'insiste. La ville sait. Pas tous les détails, mais assez. Les fils d'Harold Tmen ont essayé de vendre sa cabane, et la petite fille les en a empêchés. C'est la version qui circule au dîner, aux réunions de l'association des parents d'élèves, à la station-service sur la route 12. Certains pensent que j'ai été courageuse. D'autres pensent que j'ai été froide. Je ne corrige aucun des deux groupes. Greg et moi ne nous parlons pas pendant 2 semaines après ce matin-là. La maison est silencieuse d'une manière qui semble permanente, comme si le silence avait du poids. Nora Beckett m'apporte une tarte un après-midi. Pomme encore chaude. Tes parents ont fait leur choix, dit-elle en posant la boîte sur mon bureau. Mais ce sont toujours tes parents. Ne porte pas leur honte. Elle leur appartient. Je hoche la tête. Puis Kelsey appelle un soir. Elle est chez une amie. Voix petite. Iris. Ouais. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, mais je suis désolé qu'il t'ait fait subir ça. Ma gorge se serre. Merci, Kels. Tu vas bien? Je commence à aller mieux. Je conduis jusqu'à la cabane un samedi matin fin avril. Les cornouillers le long de la route du lac sont en fleurs, blancs et roses pâles contre l'eau sombre. J'ouvre la porte d'entrée avec la même clé que grand-pa m'a donnée quand j'avais 14 ans. Au cas où tu aurais besoin d'entrer quand on n'est pas là, avait-il dit. Je ne savais pas alors qu'il voulait dire pour toujours. La cabane sent la même chose, pain, vieux livre et ce doux quelque chose de vague que je n'ai jamais pu nommer. Je pense maintenant que c'est peut-être le bois lui-même. Des décennies de soleil et de pluie imprégnées dans les murs. Je traverse chaque pièce. La table de cuisine que grand-pa a construite, toujours solide, toujours de niveau. Les étagères de grand-ma, organisées par couleur. La chambre où elle me lisait des histoires quand j'étais petite. Le porche où grand-pa et moi regardions le lac devenir doré. Dans le tiroir du bureau près de la fenêtre, je trouve une enveloppe. Mon nom sur le devant dans l'écriture de grand-pa Harold. Margaret m'avait dit qu'elle serait là. Elle l'avait gardée pour après le règlement du trust. Je l'ouvre avec soin. C'est une lettre, une page, écrite à l'encre bleue. Son écriture devient plus lâche vers le bas, comme toujours quand il était fatigué. Il me dit qu'il sait que ses fils essaieront de vendre la cabane. Il ne leur en veut pas. Greg est son garçon et il l'aime. Mais Greg n'a jamais compris la différence entre quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui est précieux.
Il dit qu'il m'a choisi non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis celle qui a demandé si le toit avait besoin d'être réparé avant même de demander combien valait l'endroit. La dernière ligne dit « Prends en soin ». Il s'est occupé de toi en premier. Je plie la lettre. Je m'assois sur le porche. Je respire. Margaret m'appelle la semaine suivante. Bonne nouvelle. Le lit pendant peut maintenant être retiré puisqu'il n'y a plus de menace active sur le titre. Une fois dégagé, le registre de propriété montrera le trust comme seul propriétaire. Propre, sans charge, sans nuage. Et Wade? Il a réglé avec Ridgeline, payé les 45 000 $ de pénalité avec un prêt personnel. L'affaire est morte. Quant au tampon de notaire falsifié, le bureau du procureur examine le dossier. Il pourrait faire face à une accusation de délit mineur, peut-être un crime, selon l'issue de l'enquête. Et sa licence est suspendue indéfiniment. Il peut demander sa réintégration, mais pas tant qu'il y a une référence criminelle active. Je reste un moment avec ça. Je ne ressens pas de satisfaction. Je ressens le genre d'épuisement qui suit une longue maladie. Plus malade, mais pas encore tout à fait bien. Il y a une dernière chose, dit Margaret. Dans les documents du trust, tes grands-parents ont désigné un fonds éducatif séparé de 50 000 $, spécifiquement réservé à tes frais d'études. Il a accumulé des intérêts pendant 6 ans. Le solde actuel est un peu plus de 58 000 $. Mes yeux piquent. 50 000 $. Le même chiffre que Greg m'avait offert comme ma part de la vente. Le même chiffre que Wade avait agité comme un pot de vin. Mes grands-parents l'avaient déjà mis de côté discrètement, sans le dire à personne. Iris, tu es là. Oui. Ma voix craque à peine. Je suis là. Tes grands-parents seraient fiers. J'ai juste tenu une promesse, Margaret. Je m'inscris au Ridgemont Community College cette semaine-là, en sciences de l'environnement avec une mineure en foresterie. Le campus est à 20 minutes de la cabane, plus près que la maison de mes parents. Je remplis les formulaires de logement. Sous « Adresse actuelle », j'écris l'adresse de la cabane pour la première fois. Ça ressemble à un retour à la maison, parce que c'en est un. J'ai demandé à Greg et Denise de me retrouver au café sur Birch Street. Terrain neutre. Pas la maison, pas la cabane, quelque part public, quelque part calme. Ils arrivent ensemble. Greg porte une chemise en flanelle que je n'ai pas vue depuis des années. Une de grands pas. Je réalise que Denise serre son sac contre son côté, comme elle le fait quand elle est nerveuse. Nous commandons. J'attends que les tasses soient sur la table. Je vous aime, dis-je. Tous les deux. J'ai besoin que vous le sachiez, parce que ce que je vais dire pourrait ne pas en avoir l'air. La mâchoire de Denise se crispe, mais elle hoche la tête. La cabane n'est pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. Je ne veux pas me sentir coupable d'avoir tenu une promesse faite à grand-ma, une promesse qu'elle m'a confiée parce qu'elle ne pensait pas que quelqu'un d'autre la tiendrait. Greg fixe son café. Je ne vous exclus pas de ma vie, je continue. Mais si nous voulons avoir une relation, elle doit être construite sur le respect, pas sur ce que je peux vous donner financièrement, pas sur la culpabilité, pas sur l'idée que je vous dois quelque chose parce que vous êtes mes parents. Denise commence à parler. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour. Commencez par être honnête sur ce qui s'est passé. Vous avez essayé de vendre quelque chose qui n'était pas à vous. Vous m'avez menacé de me mettre à la porte. Vous avez fouillé dans mon sac. Elle ferme la bouche. Greg n'a toujours pas levé les yeux. Quand il parle enfin, sa voix est rauque, je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as pas à le réparer aujourd'hui. Je me lève. Je laisse assez d'argent pour les 3 cafés. Je vous appelle dimanche. Il hoche la tête. Un petit hochement. Je sors dans le soleil. C'est le maximum que je puisse espérer pour le moment. Et c'est suffisant. Kelsey vient à la cabane un dimanche après-midi de mai. Elle porte une boîte à pizza et le même sweat trop grand qu'elle a depuis la 8e année. J'ai apporté le déjeuner, dit-elle. J'espère que tu aimes le pepperoni. Toujours. Nous nous asseyons sur le porche avec des assiettes en papier sur les genoux et la boîte à pizza entre nous. Le lac est calme. Un héron se tient dans les hauts fonds près du ponton, parfaitement immobile, attendant quelque chose sous la surface. Kelsey mange lentement.
Elle n'est pas venue pour la pizza. Je ne savais rien de tout ça, dit-elle enfin. Maman et papa ne m'ont jamais rien dit. Je sais. Est-ce que j'étais partie du problème? Je la regarde, 15 ans, épaules fines, encore en train de grandir dans la forme de celle qu'elle deviendra. Elle n'a choisi rien de tout ça. Elle n'a pas demandé à être la préférée. Elle ne savait pas que l'attention qu'il lui donnait était prise ailleurs. Tu étais une enfant, Kels. Nous l'étions toutes les deux. Elle hoche la tête, enlève un morceau de fromage de sa part et le pose sur le bord de son assiette. C'est vraiment beau ici, dit-elle en regardant l'eau. Grand-ma disait la même chose chaque fois qu'elle s'asseyait dans cette chaise. Kelsey jette un coup d'œil à la chaise vide à côté de la mienne. La chaise de grand-pa, celle avec l'accoudoir qu'il avait poncé lisse. Est-ce que je peux revenir parfois? Quand tu veux. Elle pose sa tête contre mon épaule juste un instant. Puis elle se redresse et prend une autre bouchée. Nous ne parlons pas de nos parents. Nous ne parlons pas de trust, de procès ou de documents falsifiés. Nous parlons de son projet scolaire, du héron, de savoir si le ponton a besoin de nouvelles planches cet été. La cabane n'a pas seulement protégé une propriété. Elle a créé de l'espace pour que quelque chose de nouveau commence. Début juin, 6 heures du matin. Je suis sur le porche avec une tasse de café, à regarder la brume se lever du lac Cédar. Les pins se détachent nettement contre un ciel pâle. Un plongeon la rappelle quelque part sur l'eau. 2 longues notes, puis le silence. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Il n'y a pas de victoire quand les personnes qui vous blessent sont celles qui étaient censées vous protéger. On ne reçoit pas de trophée pour avoir survécu à quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver en premier lieu. Mais j'ai tenu une promesse. Et pour la première fois de ma vie, je me tiens quelque part qui m'appartient. Pas parce que je me suis battu pour l'avoir, mais parce que 2 personnes m'ont aimé assez pour planifier exactement pour ça. Ils ont vu la tempête avant moi. Ils ont construit l'abri avant que je sache que j'en aurais besoin. Mes grands-parents ne pouvaient pas empêcher mes parents d'être qui ils sont. Ils ne pouvaient pas rendre Greg moins désespéré ni Denise moins effrayée. Ils ne pouvaient pas empêcher Wade de courir après de l'argent qui n'était pas le sien. Mais ils pouvaient s'assurer que j'avais un sol sur lequel me tenir. Littéralement. Je pense à la lettre dans le tiroir, aux mots de grand-pa, à la différence entre quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui est précieux. Cette cabane a les deux, mais une seule peut être mesurée, et ma famille a passé 2 ans à se concentrer sur la mauvaise. Je sirote mon café. La brume se dissipe, le lac devient bleu. Si vous écoutez ceci et que vous avez l'impression que personne n'est dans votre coin, je veux que vous m'entendiez, parfois, les personnes qui vous protègent ne sont pas celles qui se tiennent devant vous. Parfois, elles ont planifié pour vous il y a des années, en silence, sans le dire à personne. Et parfois, tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter, signer le papier et tenir la promesse. La paix ne vient pas de la vengeance. Elle vient du fait de se tenir sur quelque chose de solide et de savoir que vous avez construit votre vie dessus. C'est mon histoire. Si elle vous a fait ressentir quelque chose de la colère, du soulagement, de l'espoir, ou même simplement un peu moins seul, alors elle a fait ce que j'espérais. Maintenant, j'ai une question pour vous, si vous pouviez protéger une seule chose dans votre vie, un endroit, une personne, une promesse, qu'est-ce que ce serait? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout le monde. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais vous avoir ici pour la prochaine. Consultez la description pour plus d'histoires comme celle-ci.